Okay. Bonjour, mon nom est Catherine et je suis la coordonnatrice de programmation et droits de la personne au Musée Holocauste de Montréal. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'événement Le chemin Roxham et les droits des réfugiés. Dans le cadre de la programmation publique du musée, cette discussion touchera sur les droits des réfugiés au Canada, l'entente sur les tiers pays sûrs et l'impact de la fermeture du chemin Roxham sur les demandeurs d'asile. Louis-Philippe Genard, Wendy Ayotte, Franz André partageront leurs perspectives sur des questions brûlantes d'actualité, alors que Jenny Jeans animera la discussion. Lorsqu'on considère l'héritage de l'Holocauste en matière de droits de la personne, il est essentiel de promouvoir le respect des droits des réfugiés et des personnes forcées de fuir leur foyer. Il n'y a pas si longtemps, le Canada avait une politique de porte fermée à l'égard des Juifs persécutés durant l'Holocauste. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité et le privilège de nous réunir pour tout renseigner sur le traitement contemporain des personnes qui sont forcées de fuir. Je voudrais prendre un moment pour remercier tous les panélistes et notre modératrice d'avoir le temps de participer à cet événement ce soir et de partager leurs connaissances avec nous. Avant de céder le micro à Jenny Jeans, j'aimerais prendre un moment pour la présenter. Jenny s'est jointe à l'ARM en 2005 en tant que coordonnatrice du programme de détention. Depuis, elle offre un soutien aux personnes détenues pour des raisons de l'immigration au centre de surveillance à Laval. Elle est reconnue pour son expertise en matière de détention et défend les droits des personnes détenues. Pendant presque 10 ans, elle a aussi coordonné le programme de jumelage. Depuis décembre 2021, elle est vice-présidente du Conseil canadien pour les réfugiés. Merci beaucoup, Kat. Merci à tout le monde ce soir d'être ici pour un sujet de vraiment une grande importance et de l'actualité présentement. Merci pour cette introduction. Avant d'aller plus loin, je vais aussi reconnaître le territoire sur lequel nous sommes, en tout cas les personnes qui sont à Montréal présentement. Présentement, nous sommes situés en territoire autochtone non cédé, où la nation Kanien'kehá:ka Mohawk est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. L'île appelée Montréal est connue comme Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka et elle a été historiquement un point de rencontre pour d'autres peuples autochtones, y compris les Huron-Wendat, Abénaquis et Anishinaabeg algonquins. Et comme point de rencontre, alors nous nous rencontrons aussi souvent pour parler des enjeux de droits de la personne et droits des personnes migrantes. Alors, c'est vraiment un grand honneur d'être ici ce soir avec vous, avec des collègues du terrain que j'ai pu connaître au fil des années, Wendy, Louis-Philippe et Franz, et de parler de droits qui sont des fois peu connus, peu compris, mal compris, mais vraiment fondamentaux à un monde de justice et de droit. J'aimerais peut-être, en commençant, faire un rappel de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et malheureusement, on doit le dire, droits de l'homme et droits de la personne, mais c'est la loi internationale qui dit que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Je pense que c'est quelque chose à se rappeler pendant qu'on va écouter toutes les présentations, lire tous les articles dans les médias. Ce droit d'asile est fondamental. Je n'ai pas plus à dire à ce sujet. Je ne suis pas panéliste ce soir, mais c'est comme une mise en contexte pour vous tous et toutes. Alors oui, je travaille chez Action Réfugiés Montréal, une petite ONG ici à Montréal qui participe à la protection des personnes réfugiées. Et oui, je suis aussi très active au sein du Conseil canadien pour les réfugiés.
Et j'aimerais peut-être juste, avant de laisser la parole aux panélistes, parler un peu d'une action importante du Conseil canadien pour les réfugiés, donc qui a, avec d'autres groupes, mené une contestation judiciaire contre l'entente sur les terres pays sûres, une entente qui ferme la frontière, ferme la porte à la majorité des personnes qui viendraient au Canada chercher l'asile. Il y a juste quelques rares exceptions à cette entente, sinon la porte est fermée, la frontière est fermée. Donc, le CCR a gagné à la Cour fédérale qui a jugé qu'il est trop dangereux de retourner les demandeurs d'asile aux États-Unis et il n'y a pas de protection adéquate aux États-Unis. Il y a un trop grand risque d'expulsion vers leur pays sans être entendu et de détention avec un traitement souvent abusif. Alors, ça a été apporté en appel par le gouvernement canadien et c'est arrivé récemment à la Cour suprême et nous attendons un jugement. Donc, ça risque de changer la donne de tout ce qui est dit ce soir, mais en attendant, comme vous savez, c'est très politisé en ce moment, c'est très médiatisé aussi. Et des fois, donc, des demandeurs d'asile sont comme des marionnettes de politiciens qui oublient, comme j'ai mentionné, les droits fondamentaux. Donc, je suis vraiment contente ce soir qu'on a des experts du terrain qui vont venir éclaircir un peu ce contexte qui est devenu vraiment trop chaud, trop politisé. Donc, je passe alors, ceci dit, mon petit mot d'introduction à notre premier panéliste. Je vais juste chercher sa biographie pour bien le présenter. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de présenter Louis-Philippe Jeanneur, que j'ai connu pour la première fois, quand lui aussi il a travaillé au Musée de l'Holocauste de Montréal. Donc, c'est de retrouvailles. Donc, Louis-Philippe est chercheur en droit et politique d'immigration et il s'intéresse aux politiques de contrôle des frontières ainsi qu'à leur mise en œuvre. Dans sa thèse récemment soutenue, bravo Louis-Philippe, il explore les pratiques de l'Agence des services frontaliers du Canada en matière de détention des personnes non citoyennes. Il a aussi contribué à d'autres recherches portant sur les arrivées au chemin Roxham, de même que sur des questions d'accès au droit et à la justice. Sur ce, je cède la parole à Louis-Philippe. Merci beaucoup Jenny pour cette introduction. Merci aux organisations pour l'invitation. Merci de programmer un événement sur ce thème qui, comme Jenny l'a dit, est très important. C'est un grand plaisir pour moi de participer à un événement du Musée de l'Holocauste, moi qui ai travaillé pour le musée il y a de cela une dizaine d'années, justement. À ce moment-là, la protection des droits des personnes réfugiées était déjà un enjeu important pour le musée. À l'époque, on s'était prononcé contre le projet de loi C-31 en 2012. Et depuis, la protection des droits des personnes réfugiées n'a pas cessé d'être une question d'une grande actualité, d'une grande importance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de discuter de la situation au chemin Roxham, ma présentation vise à prendre en quelque sorte un pas de recul pour tenter de placer certains éléments d'un contexte plus global qui vont aider à comprendre, je l'espère, la situation actuelle. Donc, ma présentation va se dérouler en deux parties. D'abord, quelques mots, quelques chiffres sur les déplacements sur le plan mondial, ce qui nous permet de voir que la situation que nous vivons au Canada n'est pas unique. Et ensuite, en deuxième partie, le retourner un peu en arrière pour voir dans quel écosystème de discours hostiles à l'immigration et de mesures restrictives s'inscrit l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, sur le plan mondial, ben, on l'a vu dans les médias récemment, puis on le voit de façon régulière, l'immigration forcée, les déplacements occupent une place importante dans les débats publics. Au courant des dernières années, bon, évidemment, près de chez nous, on entend régulièrement parler des arrivées dites irrégulières au chemin Roxham entre le Québec et l'État de New York.
On entend souvent parler de la situation à la frontière des États-Unis avec le Mexique, ou encore des traversées en mer Méditerranée, l'arrivée des ressortissants ukrainiens. Mais il y a également des situations de déplacement ailleurs dans le monde dont on entend moins parler. Les Rohingyas qui fuient le Myanmar, les traversées, les gens qui essaient de traverser la Manche là, entre la France et l'Angleterre, bon, plusieurs crises politiques, des personnes à fuir, par exemple en Afghanistan, au Venezuela, en République démocratique du Congo. Et puis tout ça sans parler des millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Donc, en termes de chiffres, selon le Haut des Nations Unies pour les réfugiés, en 2012, il y avait environ 42-43 millions de personnes déplacées dans le monde, alors qu'à la moitié de l'année 2022, on parle plutôt d'un total de près de 103 millions de personnes déplacées dans le monde. Donc, environ 43 millions de personnes réfugiées demandeurs d'asile dans des situations similaires, puis 60 millions de personnes qui sont déplacées dans leur propre pays. Donc, quand même une augmentation là, de plus de 50 Pour ce qui est du Canada, en 2022, il y a eu peu plus de 92 000 demandes d'asile déposées. On découle là, des quelques 39 540 arrivées irrégulières qui ont la plupart eu lieu au chemin Roxham. Alors qu'en 2012, on parlait d'environ 20 500 demandes d'asile. Donc, on constate au Canada que c'est une forte augmentation, mais il est important, je trouve, de se rappeler qu'il y a eu d'autres années par le passé où le Canada a reçu un grand nombre de demandes d'asile. En 2008, c'était presque 37 000 demandes. En 2001, presque 45 000 demandes. Donc, aujourd'hui, oui, on voit des chiffres inégalés, une forte augmentation comparativement à 2012, mais moins quand on se réfère là, à certaines années passées. Bien sûr, le fait que les arrivées soient concentrées au chemin Roxham crée une situation particulière là, au Québec et on aura certainement l'occasion d'y revenir plus tard. Donc, bref, c'est beaucoup de chiffres pour indiquer que la situation n'est pas unique en Canada, que c'est en quelque sorte le reflet d'une situation mondiale. Puis si on regarde la répartition des personnes déplacées dans le monde, on voit qu'il y a environ 40 des personnes déplacées en Afrique, 16 au Moyen-Orient, 11 en Asie. Pour ce qui est des Amériques, ce sera autour de 16 dont la plus grande partie est vénézuélienne, donc les gens proviennent du Venezuela et se trouvent en Colombie. Donc, tout ça pour dire que très peu parviennent en Europe ou en Amérique du Nord. Dans les faits, les déplacements sont en plus grande proportion dans les pays du Sud global, 74 selon l'ONU. Et les causes de ces déplacements sont très rarement uniques ou simples. C'est plus souvent un mélange de différentes raisons politiques, économiques et de plus en plus climatiques. On l'a vu au cours là, des dernières années, il y a eu plusieurs crises politiques importantes qui ont provoqué des déplacements d'ampleur, qu'on songe à la Syrie, à l'Afghanistan, au Venezuela, à l'Ukraine. Il y a aussi le GIEC qui nous rappelle l'urgence climatique, chacun de ses rapports, tout comme Oxfam nous dit régulièrement jusqu'à quel point les inégalités se creusent toujours davantage, année après année, des inégalités auxquelles les politiques économiques promues par les pays du Nord ne sont pas toujours étrangères. Mais pour comprendre la situation de crise, entre guillemets, dans laquelle on se trouve aujourd'hui face à cette situation mondiale, c'est essentiel de retourner en arrière pour voir comment on parle des réfugiés, des demandeurs d'asile, puis quel genre de politique on met en place depuis les années 80, ce qui m'amène donc à la deuxième partie de ma présentation, dans laquelle je me concentre surtout sur la situation canadienne, qui est le reflet parfois en plus pâle de ce qui se fait ailleurs. Donc, au Canada, on va instaurer un système de détermination du statut de réfugié seulement à la fin des années 70. Auparavant, l'accueil des réfugiés ne se faisait pas sur la base d'un examen individuel comme pour les demandeurs d'asile aujourd'hui. L'accueil des réfugiés à cette époque est plutôt influencé par la situation géopolitique mondiale dans le contexte de la guerre froide.
Donc, on accueille surtout les réfugiés du communisme, comme les Boat People d'Asie du Sud-Est, au tournant des années 80. Mais dès les premières années où on va instaurer un système de détermination du statut de réfugié là, sur la base d'un examen individuel, il va y avoir toutes sortes de dénonciations d'abus dont ce système-là ferait l'objet. Puis on va commencer à imposer des restrictions aux personnes qu'on soupçonne de vouloir demander l'asile, notamment par le biais d'un système de visas. Les visas qui sont encore aujourd'hui un important moyen de tenir les réfugiés à l'écart. Donc, il va commencer à se développer une opposition entre, d'un côté, les soi-disant bons réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés à l'étranger, qui sont choisis par le Canada pour être réinstallés. Puis, de l'autre côté, on va parler des demandeurs d'asile, donc les personnes qui demandent le statut de réfugié une fois arrivés au Canada et qu'on va souvent accuser d'abus, de fraude, qu'on nomme parfois des faux réfugiés. Puis, périodiquement, c'est une opposition qui va revenir dans les débats publics. Puis, ce genre de discours hostile aux demandeurs d'asile vient justifier la mise en place de davantage de restrictions au déplacement de certains groupes de personnes. Le cas de la réforme là, de 2012 est assez parlant à cet égard, dans la mesure où, même dans les discours officiels gouvernementaux, les demandeurs d'asile étaient associés à toutes sortes de menaces, des menaces à la sécurité du pays, à l'intégrité des programmes, des menaces à l'économie. Donc, au fil des ans, il y a plusieurs institutions ou mesures d'interdiction qui apparaissent et qui posent autant d'obstacles, qui sont autant d'obstacles pour les personnes qui veulent demander l'asile. Donc, il y a, par exemple, en 2003, l'Agence des services frontaliers du Canada qui va être créée, l'agence qui est chargée du contrôle des frontières et dont la mission est fortement axée sur la sécurité et l'exécution de la loi. Bon, par exemple, l'agence dispose d'agents de liaison qui sont en poste à l'étranger, qui vont collecter des renseignements auprès de différents partenaires là, pour tenter de prévenir les migrations de personnes non désirées, dont les demandeurs d'asile. Il y a aussi plusieurs autres organisations partenaires avec qui les autorités fédérales échangent des renseignements, qu'on parle de gouvernements étrangers, de compagnies aériennes, tout ça dans le but d'intercepter les gens avant qu'ils arrivent aux frontières. Et parmi ces mesures, on retrouve là, également l'entente sur les tiers pays sûrs dont on va parler en détail, plus en détail dans quelques instants. Donc, ces mesures contraignent parfois les personnes qui fuient la persécution à user de stratagèmes pour contourner ces mesures-là, comme on le voit dans le cas du chemin Roxham. Donc, vous voyez le portrait, je crois, on entre dans une sorte de cercle vicieux où les discours hostiles et les mesures restrictives se renforcent mutuellement. Et il va se construire autour de ça ce que Karen Akoka, qui est une chercheure, une sociologue française, nomme une hiérarchie des légitimités entre différentes catégories de migrants, une hiérarchie qui va dicter les conditions de traversée des frontières pour chacune de ces catégories. Donc, on voit que d'abord, dans cette hiérarchie-là, une opposition entre les ressortissants des pays du Nord global, qui peuvent facilement voyager presque partout, qui sont rarement décrits comme des migrants, puis les ressortissants des pays du Sud global, dont le désir de voyager est toujours considéré avec suspicion et qui font face à plusieurs barrières. Par exemple, dans les dernières semaines, on a entendu parler de plusieurs cas par exemple, de chercheurs en provenance d'Afrique qui veulent venir au Canada pour participer à des conférences scientifiques, mais pour qui les délais de demande de visa s'allongent sur plusieurs centaines de jours. Ensuite, une autre opposition entre, j'en parlais un peu plus tôt, là, entre les réfugiés qui sont réinstallés, par exemple à partir de camps de réfugiés, qu'on va opposer aux demandeurs d'asile qui sollicitent le statut de réfugié en arrivant dans les pays du Nord global. Puis enfin, avec des mesures qui sont basées sur le concept de tiers pays sûrs, on va établir une nouvelle distinction entre les demandeurs d'asile, donc avec d'un côté ceux qui sont passés par un pays considéré comme sûr, puis qui auraient dû demander l'asile, et les autres personnes. Puis à cet égard-là, je crois que les sorties récentes de certains partis politiques sont un exemple assez saillant
de ce genre d'opposition qu'on essaie de créer là, entre différentes catégories de personnes. Donc, on voit au final que la demande d'asile légitime occupe une place toujours plus restreinte. Autrement dit, les conditions dans lesquelles on peut légitimement et légalement ou juridiquement demander l'asile deviennent toujours plus strictes. Donc, au fil des ans, cet ensemble de discours, de mesures a mené jusqu'à peu près au milieu des années 2010 là, à une diminution du nombre de demandeurs d'asile. Mais de façon plus importante, je pense, ça a mené aussi à la disparition de l'idée qu'il peut effectivement y avoir des personnes qui viennent frapper aux portes du Canada, des personnes réfugiées qui viennent légitimement demander la protection du Canada. Donc, ce qui donne l'impression que la situation actuelle est une anomalie, alors que c'est plutôt le reflet d'une situation globale. Mais évidemment, pour revenir à aujourd'hui, on ne peut pas comprendre les événements entourant le chemin Roxham sans s'attarder à une mesure précise d'exclusion des personnes réfugiées, qui est l'entente sur les tiers pays sûrs. Merci. Merci beaucoup, Louis-Philippe. C'est très impressionnant comme résumé des forces et pressions globales, ainsi que la réalité des politiques, l'histoire un peu des politiques en termes d'immigration au Canada et les différents contrôles imposés aux demandeurs d'asile, aux personnes migrantes. Merci aussi. Tu as fini dans le temps, donc ça permet plus de questions à la fin. Mais merci beaucoup pour ce résumé. On va passer maintenant à la prochaine panéliste, Wendy Ayotte. Wendy, qui est une des membres fondatrices de l'organisme Créons des ponts, connu en anglais comme Bridges Not Borders. Vous pouvez visiter leur site internet créonsdesponts.ca. Wendy a été membre du comité de coordination de 2017 à 2022. Résidente de Havelock, un petit village du sud du Québec, elle habite non loin du Roxham Road, du chemin Roxham, où les personnes demandant l'asile au Canada entrent par ce passage irrégulier, maintenant très connu. Aujourd'hui, à la retraite, elle a travaillé avec et pour des enfants réfugiés non accompagnés pendant 14 ans. Elle continue à faire des visites au chemin Roxham du côté américain pour accueillir les réfugiés, à répondre aux courriels des demandeurs d'asile et à mettre à jour le site web fournissant des informations précieuses, j'ajouterais, aux personnes cherchant une protection au Canada. Wendy, je te passe la parole. Merci, Jenny. Est-ce que vous m'entendez? Ah, OK. Mais bonsoir tout le monde et grand merci au Musée de Holocauste de Montréal et à Kate, Jenny, Louis-Philippe, France et à tous ceux et celles qui se joignent à nous ce soir. Je suis très contente d'être ici. Créons des ponts, je pense que Kat, elle va mettre... voilà, OK, ça c'est notre page d'accueil de notre site web. Créons des ponts est un petit groupe de bénévoles basé à Hemingford dans le sud du Québec, près du chemin Roxham. Le groupe a évolué à partir du printemps 2017 quand la communauté locale a pris conscience de ce qui se passait au Roxham. Même si les personnes qui traversent à Roxham sont techniquement des demandeurs d'asile, moi je vais utiliser le mot réfugié pour faire plus court pendant le discours. Brièvement, on a 3 champs d'action dans notre groupe. Il y a d'abord le soutien direct aux réfugiés. Ah ben, restez là, oui. Ça veut dire les visites au chemin Roxham, les informations en 3 langues sur notre site web, réponses aux courriels, les pique-niques pour les réfugiés, et aussi une liaison précieuse avec la GRC. Ensuite, il y a le partage de l'information, rédaction d'articles, entretien avec les médias et les séances d'information comme ceci.
Et finalement, on fait le lobbying, la pression, on a eu des rencontres avec les députés fédéraux, les députés du Québec. Aussi, la rédaction de lettres sur l'entente, sur les tiers pays sûrs. Et aussi, on a organisé des événements pro-réfugiés, soit à Roxham ou à l'école, en réponse aux manifestations anti-Roxham. Alors, ici, vous voyez ici la page portail qui donne accès aux informations pour les réfugiés en 3 langues, anglais, français, espagnol, et aussi quelques informations en arabe et en créole. Et le prochain écran. Kate? Oui, voilà. Le prochain écran, ça nous montre lors de notre dernier rassemblement à Saint-Bernard-de-la-Colle en octobre 2019, quand il y a lieu le dernier grand manifestation contre les réfugiés de Roxham. Alors, pourquoi le chemin Roxham existe-t-il? C'est simplement à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis, qui est entrée en vigueur à la fin de 2004. L'entente fait que les réfugiés doivent demander l'asile dans le premier pays où ils arrivent, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Je pense que vous pouvez enlever l'écran dans ce moment, 4. Mais il y a 4 exceptions à l'entente. Par exemple, si un réfugié arrive aux États-Unis et un membre de sa famille éligible au Canada, elle ou il peut rentrer au Canada à un point d'entrée officiel pour demander l'asile. Mais si la personne ne remplit pas les conditions d'une exception, elle sera exclue du Canada et ne pourrait plus jamais y demander l'asile. Elle risque alors d'être détenue aux États-Unis et d'être renvoyée dans son pays d'origine sans bénéficier des protections appropriées. Par contre, les règles de l'entente ne s'appliquent pas aux points d'entrée irrégulières comme Roxham. Et à propos de ça, il est important de comprendre que d'après le droit canadien et international, ce n'est pas illégal de traverser de façon irrégulière pour demander une protection, comme a dit Jenny au début. Et aussi, comme a dit Jenny, nous attendons maintenant le jugement de la Cour suprême sur la contestation judiciaire de l'entente qui a été lancée en 2017. Et ça pourrait arriver dans les prochains mois et ça décidera du sort de l'entente, que ce soit maintenu ou non. Alors, quelques chiffres sur les réfugiés de Roxham. Après l'élection de Donald Trump, beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes sans papier aux États-Unis ne se sont pas sentis en sécurité et ont commencé à venir à Roxham. Par la suite, Roxham est devenu plus connu mondialement. Et au cours des six années de 2017 à 2022, un total de 920 personnes ont traversé à Roxham. À titre de comparaison, la Colombie a reçu plus de 6 millions de réfugiés de Venezuela, comme a dit Louis-Philippe tantôt, et le Panama, avec une population de 4,3 millions, on a reçu 382 000 gens du Venezuela. On dit souvent que les gens de Roxham sont de faux réfugiés. Pourtant, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés au Canada, 60% de tous les demandeurs d'asile réguliers ou irréguliers sont acceptés au Canada comme réfugiés ou personnes protégées. À Roxham, nous voyons toutes sortes de personnes, des bébés aux personnes âgées, des femmes, des hommes, des personnes seules, des parents isolés, des familles, des petits groupes. Certains n'ont pas mal de bagages et d'autres en ont presque pas. C'est vraiment un carrefour du monde. Et voici sur l'écran une liste des 10 principaux pays d'origine des gens qui arrivent à Roxham, allant du Nigeria en première place jusqu'à l'Érythrée en 10e.
Leurs parcours pour arriver ici sont très variés. Certaines voyagent depuis les États-Unis. Certaines qui peuvent obtenir un visa pour les États-Unis prennent un avion pour New York ou ailleurs, puis un bus pour Plattsburgh. D'autres sont arrivés après des mois de voyage difficiles et dangereux. Par exemple, en venant d'Amérique du Sud et en traversant à pied le très dangereux col du Darien au Panama, ou en faisant partie de l'exode d'Amérique centrale vers le Mexique, où les dangers sont très élevés. Le voyage, en fait, peut être tout aussi dangereux de ce qu'ils ont fui. Une fois arrivés à Plattsburgh, les gens prennent des taxis qui les amènent au chemin Roxham. Alors, on va aller au prochain. Voilà le chemin Roxham, l'approche à la frontière, le long du chemin avec l'installation à la frontière. Et ensuite, voilà, c'est l'installation de la GRC. Et on voit aussi les panneaux d'information. Mais je n'ai jamais une seule fois vu une réfugiée arrêtée pour lire ces panneaux. Les gens sont trop occupés et trop inquiets pour arrêter pour les lire. Et ensuite, on va voir ici une image d'une mère avec ses 3 enfants, dont 2 jumelles, traversant la frontière. Quand les réfugiés arrivent à Roxham, à la frontière, les agents de la GRC demandent aux gens de s'arrêter et d'écouter pendant qu'ils leur disent 3 choses. D'abord, c'est illégal de traverser ici. Deuxièmement, si vous traversez, vous serez arrêté. Et troisièmement, si vous voulez traverser légalement, vous devez vous rendre au point d'entrée de Saint-Bernard-de-la-Colle. Souvent, et je pense que c'est souvent mieux, les gens ne comprennent pas parce qu'ils parlent ni l'anglais ni français. Mais s'ils comprennent, ils sont souvent effrayés par la menace d'une arrestation. Dans le pire des cas, les gens sont dissuadés de traverser et vont à Saint-Bernard-de-la-Colle, où ils sont probablement exclus du Canada en vertu des règles de l'entente. Nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises auprès de la GRC lorsque nous la rencontrons. Mais je pense que la GRC est vraiment juste le messager de l'État. Donc, je ne pense pas qu'ils ont grand choix dans ce qu'ils disent aux réfugiés. La plupart des après-midi, les gens sont rencontrés par des bénévoles de Plattsburgh Cares, surtout par Janet McFetridge, qui était une véritable présence constante depuis 2017. Et nous, de Créons des ponts, nous y allons 1 fois par semaine. On pouvait s'attendre à ce qu'encore beaucoup plus de personnes traversent à Roxham lorsque la frontière a rouvert après la fermeture de 21 mois due à COVID-19. Beaucoup de personnes attendaient de traverser. Le nombre de réfugiés ne cessait pas d'augmenter mondialement. Le système d'asile américain s'est pu améliorer. Mais Roxham est controversé depuis 2017 et encore une fois, c'est un sujet brûlant. De nombreux politiciens au Québec et à Ottawa répètent le vieux cri de bataille, fermez le chemin Roxham, et exigent le soi-disant moderniser l'entente pour l'appliquer à l'ensemble de la frontière. La fermeture éventuelle de Roxham risque d'entraîner une forte augmentation du nombre de passeurs qui exploitent les personnes désespérées qui veulent venir ici. On peut prévoir beaucoup plus de décès et d'amputations dues aux engelures et beaucoup plus de ressources policières utilisées. La fermeture des frontières dans le monde n'a jamais été un vrai succès. Pourtant, ça cause de grandes souffrances. De 2014 à 2022, on a enregistré près de 50 000 personnes qui sont mortes lors de la migration. Les réfugiés de Roxham ne sont pas des nuisances qu'il faut chasser pour qu'un autre pays puisse s'en occuper.
Si on mettait fin à l'entente, cela permettra aux réfugiés d'entrer dignement et en sécurité par n'importe quelle porte d'entrée, ce qui aidera à égaliser la distribution des réfugiés à travers le Canada. Je comprends que les gens soient inquiets en réaction à tous les discours alarmistes sur Roxham. Personne ne prétend qu'il est facile de recevoir un nombre croissant de réfugiés. Mais faire quelque chose d'important demande toujours des efforts considérables. En 13 mois, nous avons été prêts à accueillir plus de 167 000 Ukrainiennes. Et jusqu'à présent, 575 000 sont autorisés à venir au Canada. Alors pourquoi l'arrivée de 40 000 gens via Roxham en 2022 provoque-t-elle une sorte d'hystérie? Est-ce que cela reflète le fait que la plupart des réfugiés de Roxham sont des personnes de couleur? Ce que nous faisons à Roxham n'est qu'une goutte d'eau dans la réalité mondiale des réfugiés et dans la vie de ceux que nous rencontrons. Aller à Roxham a toujours été une expérience émouvante pour moi depuis décembre 2017, où j'ai vu mon premier réfugié de Roxham, une femme d'Érythrée portant des gougounes en plein hiver. J'ai vu des gens dans toutes sortes de conditions, de ceux qui sont chaudement habillés à ceux qui arrivent en running et en sweatshirt, en plein hiver. Souvent, les gens sont épuisés et nerveux et parfois impatients de traverser le plus rapidement possible. Parfois, ils disent qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. Vont-ils me faire du mal, me battre, me mettre en détention? Parfois, les gens sont souriants, même joyeux, peut-être parce qu'ils sont à la fin d'un long et pénible voyage. En hiver, nous distribuons des vêtements chauds et sommes là pour les accueillir et les rassurer. Et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai reçu un joli sourire ou un « God bless you ». Parfois, nous nous embrassons. Je n'ai jamais eu à fuir mon pays, ni été torturé, violé ou emprisonné à tort, ni été bombardé, ni vu des êtres chers disparaître. Mais comme nous tous, j'ai connu la souffrance. De là, je peux rencontrer des gens de Roxham avec le sentiment d'une expérience humaine partagée. C'est dans cette optique, je crois, que nous pouvons nous ouvrir à ces personnes courageuses qui frappent à notre porte en disant « J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je n'ai pas le choix. » Et d'après ce que j'ai vu, des réfugiés de Roxham avec qui je suis en contact, ils nous le rendront bien des fois encore si nous leur disons simplement oui. Merci. Je pense que je dois laisser une petite pause après ces mots de Wendy, extrêmement forts. Je pense qu'on voit l'effet chez Wendy d'être là, présente sur le terrain et de comprendre vraiment les vraies choses. En tout cas, je travaille dans le même milieu, mais c'est comme si je vais pleurer. Mais merci beaucoup, Wendy. C'était extrêmement touchant, mais aussi tu as fait des liens avec la situation globale en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans le reste du monde pour mettre un contexte essentiel à tout ce débat. Donc, sûrement que vous aurez des questions pour Louis-Philippe et Wendy, mais avant de passer à la période de questions, on va maintenant accueillir notre prochain et dernier panéliste, Franz André. Alors, militant pour la défense des droits humains, Franz a étudié en ressources humaines, en gestion des données et en finance. Passant du monde corporatif à l'engagement citoyen, Franz a mis ses compétences au service des comités d'usagers d'établissements de santé
des Olympiques spéciaux du Québec et des organismes de solidarité avec Haïti. Depuis 2015, il est membre du Comité d'action des personnes sans statut, organisme militant principalement pour les demandeurs d'asile d'origine haïtienne. Depuis 2017, la défense des droits des personnes sans statut et demandeurs d'asile est son quotidien, 7 jours sur 7 et souvent 24 heures par jour. Il voit à leur accompagnement et leur représentation bénévolement et fait le lien avec les avocats ayant à plaider leur cause. Le 26 juin 2020, la députée Paul Robitaille l'a honoré de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son travail pour la cause des anges gardiens, en quête d'un programme de régularisation menant à la résidence permanente. Donc, je pense que c'est clair que France est un grand militant qui est aussi sur le terrain. Donc, je te passe la parole, France. Merci. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci de m'avoir invité. Vraiment, je suis honoré de faire partie de cette Wendy et Louis-Philippe. Vous avez déjà dit beaucoup et vous aussi, toi aussi, Jenny. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire, mais je vais essayer de passer rapidement que ça. Mais je vais commencer par vous dire, dans le langage d'Haïti, normalement, quand on accueille quelqu'un, on dit honneur, et généralement, la personne répond respect. Alors, je vous dis honneur, et vous me dites respect, c'est ça? L'autre chose est que aujourd'hui est le 28 février. Et si j'avais pu m'assurer qu'il y ait un 29 février à chaque année, je l'aurais fait. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'il faut comprendre le contexte haïtien. Le 29 février 2003, s'est tenue une réunion ici au Canada, au Latchmik, où il a été décidé par les Français, les Américains, les Canadiens, il n'y avait pas de représentants d'origine haïtienne, qu'il fallait intervenir en Haïti dans un contexte où il y avait un président démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide, qu'il fallait faire un coup d'État. Coup d'État qui avait été exécuté en 2004, le 29 février. Alors, l'année prochaine fera 20 ans que le Canada s'est ingéré, et les États-Unis et la France. Et à partir de 2004, il y a un groupe qui a été créé, qui s'appelle le Core Group, qui regroupe 9 pays et organisations qui décident qui sera président en Haïti. Donc, on n'a pas d'élection, on a des sélections. Et on nous amène à avoir justement, à créer un environnement où les gens quittent. Et c'est là que on est ceux qui sont les récipients de ces forces vives qui viennent et qui nous arrivent ici à la frontière. Alors, je tenais à faire cette précision que demain, il y aura une manifestation qui, justement, va dénoncer encore que le Canada va envoyer 2 bateaux militaires dans les rades d'Haïti, supposément pour voir à s'assurer que la crise d'insécurité soit réglée. Les États-Unis ont mandaté et même forcé le Canada à prendre ce rôle de leadership pour pouvoir régler cette crise. Une crise, en fait, qui s'est empirée depuis que le Core Group s'est investi en 2004 en Haïti. La situation est pire aujourd'hui que quand ils sont entrés. Alors, on a la crainte que ça va être une nouvelle occupation à partir de la prochaine semaine quand le bateau sera en Haïti. Alors, pour commencer, merci encore de m'avoir invité, mais je tenais à faire cette mise en contexte. Il faut aussi, et puis peut-être que Louis-Philippe pourrait peut-être me confirmer, que le Canada est seulement 35e au monde des pays récipients de réfugiés. Et c'est peut-être le chiffre, c'était en 2016. La mise en contexte, c'est que Haïti est un pays qui avait pris une indépendance des colons français en 1804. Et dès 1804, on a étouffé cette indépendance qui faut que le pays n'a jamais pu réellement être indépendant. On nous a imposé une dette de l'indépendance pour la France, nous a imposé cette dette soutenue par les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne et autres, comme quoi les colons qui ont perdu leur terre devraient être compensés. Et aujourd'hui, cette dette de l'indépendance qui était de 150 écus d'or
représente aujourd'hui, actualisé à 21 milliards de dollars et un retombée économique possiblement de 150 milliards de dollars. Donc, vous pouvez imaginer qu'un petit pays comme Haïti n'a jamais pu réellement prendre une indépendance. Et en 1914, les États-Unis sont arrivés en Haïti, ont pris les réserves d'or qui ont permis à la Citibank d'être la Citibank. Alors, les réserves d'or d'Haïti depuis 1914 se trouvent dans une banque américaine. Il y a eu cette occupation en 1915 qui a été jusqu'en 1934. Donc, pendant 19 ans, on a été occupé et c'est là que les États-Unis ont mis une force militaire qui a pu amener éventuellement un peu plus loin le dictateur François Duvalier à prendre le pouvoir. Et c'est là que les choses ont commencé à aller de mal en pire et on s'est retrouvé avec une exode des intellectuels, des gens qui étaient bien préparés et qui ont été envoyés soit en Afrique. Et le Canada a été parmi aussi les pays qui ont reçu ces gens. Donc, on a commencé à voir, à partir des années 60, une émigration, donc une migration de gens qui étaient bien préparés dans le temps. Et en 66, on a vu arriver une nouvelle vague de gens qui venaient travailler dans les sweatshops. Mais jusque-là, c'était quand même une immigration, comment dirais-je, légale. C'était une immigration qui était acceptée et acceptable. Donc, les professionnels haïtiens ont contribué à faire, entre autres, du Québec, le Québec que nous sommes aujourd'hui. On retrouve des gens comme Georges Anglade, des gens qui ont participé à créer l'Université du Québec. Ce sont des professeurs, c'était des avocats, des médecins, et puis qui ont réellement contribué. Par contre, à partir de 1970, comme dirait Wendy tout à l'heure, il y a eu une nouvelle couleur, parce que les premières vagues, c'est peut-être des gens qui étaient du matin, mais il y avait une nouvelle couleur qui est arrivée en 1970 qui a créé un environnement où on était peut-être plus réticent à accueillir cette nouvelle vague d'Haïti. Bon, alors, écoutez, présentement, il y a une situation en Haïti, et puis bien avant, depuis 2004 au moins, la situation qui est tellement rendue à un point que c'est une guerre civile, faut que les forces vives quittent. Haïti est un pays dont 70% de la population a 35 ans et moins. Ce sont les gens qui n'ont pas connu la période du duvalieriste de 1957 à 1986, parce qu'il y a eu deux Duvalier, il y a eu le Papa-Doc, donc François Duvalier, et il y a eu le bébé-doc, qui est Jean-Claude Duvalier, et ce sont des gens qui ont volé des millions de dollars avec le soutien des États-Unis. Ce sont des gens qui ont vendu des Haïtiens à la République dominicaine pour aller travailler dans les batteries, dans les champs de canne à sucre, et aujourd'hui qui souffrent encore de cette tension qui existe entre les Dominicains et les Haïtiens et qui accentue le désir d'aller ailleurs. Et le ailleurs, c'est le Brésil, entre autres, c'est le Chili, et c'est d'autres pays d'Amérique du Sud, le Venezuela, et dans une période où il n'y avait pas besoin d'avoir de visa, on s'est retrouvé au Brésil, entre autres, pour la construction des infrastructures pour préparer les Jeux olympiques et le FIFA, que les Haïtiens étaient bienvenus. Mais aussitôt qu'il y a eu cette crise économique, ils n'étaient plus bienvenus. On sait qu'au Brésil, il existe déjà un racisme afro-brésilien, donc encore pire si vous êtes d'origine haïtienne. Alors, quand la crise économique est arrivée, les premiers qui étaient visés et qu'on accusait de prendre des emplois et de prendre les femmes brésiliennes, c'était les Haïtiens. Donc, il y a eu des situations d'agression quand même qui étaient importantes. Chili, c'était la même chose. Le Chili, à un certain moment, a commencé à ipso facto prendre les gens, les mettre dans un avion, les retourner en Haïti. Sur la base, ce sont des retours volontaires, ce qui n'est pas le cas. Le Brésil n'était pas encore allé jusque-là. Donc, quand on s'est retrouvé aux alentours des années 2015-2016, il y a eu cette vague de gens qui disent, bon, on ne peut plus vivre dans ces pays, donc on s'en va vers le nord. Et le rêve américain, dans l'esprit de mes compatriotes, entre autres, et pas seulement les Haïtiens, était encore en vie. Il y avait encore ce rêve que les États-Unis seraient encore une fois un pays d'accueil et arriver à la frontière américaine, c'était tout autre chose. Arrive maintenant 2016, si je me trompe, Donald Trump qui maintenant parle de ne pas renouveler
le TPS, le Temporary Protected Status, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle un moratoire ici au Canada, qui interdit les déportations vers Haïti. Et Monsieur Donald Trump a eu à faire cette déclaration qu'il ne renouvellerait pas. Et en même temps, Monsieur Justin Trudeau, le 28 janvier 2017, dit « Venez au Canada si vous fuyez la persécution, que la diversité est notre force ». Et il l'a dit en français. Donc, qui a entendu le message en français? C'est naturellement la communauté haïtienne qui, dans la plupart des cas, au moins comprennent, si ce n'est le parle. Et en plus, ils savent que le Québec est une province française. Donc, c'était tout naturellement qu'ils se sont retrouvés à se diriger vers le Canada. Dans certains cas, ils ont tenté de passer par la frontière régulière. Ils ont été reboutés. Ils ne connaissaient pas encore forcément le jeu. Ils ont tenté tout de suite de passer par le chemin Roxham, donc ils étaient irrecevables. Mais la qualité enfin, une des qualités que les réfugiés ont, c'est qu'ils se parlent entre eux. Je ne connaissais pas ce qu'était WhatsApp jusqu'en 2017. Mais ce sont des gens qui quittent de leur pays et aussitôt qu'ils ont un point de Wi-Fi, ça se passe, le message se passe. Malheureusement, très souvent, le message n'est pas factuel. Donc, il y a l'effet domino où quelque chose qui commence ne finit pas au même endroit. Par contre, ils ont quand même pu faire ce chemin périlleux, dans beaucoup de cas, du Brésil vers le Canada, dans 10 ou 14 pays, et arriver ici toujours dans l'espoir qu'ils seront bien reçus. Nous avons vu en 2021 ce qui s'est passé à la frontière des États-Unis, de Texas, del Rio, où des images, des vidéos ont été montrées où les gens étaient avec des agents frontaliers à cheval fouettés, et l'image qui m'est arrivée était que c'était des esclaves qui fuyaient les champs de coton et qu'on rattrapait. Et ça, c'était inacceptable. Et j'ai pas entendu le Canada se prononcer sur ce sujet. J'ai pas entendu en aucun moment quelqu'un officiellement a dit que c'était inacceptable. Et ça, je le regrette énormément. Plus de 28 000 Haïtiens ont été déportés, ipso facto, sans avoir donné une opportunité d'audience. Ça, c'est la réalité. Et le peu qui sont rentrés et qu'on donnait l'opportunité d'aller en audience, beaucoup d'entre eux, lors de l'audience, étaient détenus et déportés. Alors, ceux qui sont rentrés ont vu que les États-Unis n'étaient pas un pays sûr. On leur disait qu'on leur donnait une opportunité, mais l'exemple était que non, c'était pas le cas. Alors, nous avons eu cette vague qui a commencé en 2017, où nous avons reçu des gens. Et parmi les problèmes que nous avons eus, il y a eu tellement de gens qui sont rentrés, nous n'étions pas prêts à les recevoir. Nous avons eu des problèmes d'accueil, autant à la frontière que tout l'aspect de l'aide sociale, les avocats, les hébergements, etc. Et malheureusement, ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait des gens qui portaient des bracelets de toutes les couleurs et ils ont été stigmatisés et tout de coup, l'intolérance, des groupes comme la Meute, de Storm Alliance se sont mis dans les rues et à contester comme quoi on est en train de perdre notre pays, la souveraineté, et que les 50 000 à 60 000 Haïtiens des États-Unis vont venir nous envahir. Et ça a été encore empiré quand on a vu des gens être mis dans le stade olympique. Et c'est là qu'en 2017, j'ai décidé de revenir ici et de m'impliquer à dénoncer la manière totalement indigne, irrespectueuse de traiter les gens comme du bétail. Moi, ce que je vois dans ma tête, c'est ces animaux, des fois, qu'on leur met dans leurs oreilles, les identifier. Et on ne peut pas traiter les gens comme ça. Et on recommence, depuis quelques mois, à redonner ces bracelets. Donc, sont les gens qui sont facilement identifiables. Et ce que j'avais fait en 2017, j'avais acheté une boîte justement de ce petit bracelet et je les vendais à $2 à ceux qui ne sont pas des demandeurs d'asile pour qu'ils puissent ressentir le regard de dédain que moi, je vivais quand je portais ce bracelet. Parce que j'étais identifié comme étant un des envahisseurs. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que effectivement, comme disait Wendy, il y a eu la fermeture de la frontière en mars 2020
qui a été réouverte en 2021. Donc, il y avait une accumulation de gens qui attendaient que cette frontière ouvre. Et aussitôt que ça a été ouvert, ils sont venus. Le titre Title 42, le titre 42 que M. Donald Trump avait mis en place, qui était supposément des mesures COVID qui gardaient les gens au Mexique, était bien tenu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui ont pu rentrer et qui allaient dans leur audience étaient détenus et déportés. Donc, le plus de monde possible ont vu une opportunité de venir ici et ne sachant pas si la frontière serait fermée prochainement, parce qu'il y avait eu ce débat de M. Legault qui avait commencé déjà à en parler de fermer cette frontière. Et ils sont arrivés très rapidement et jusqu'à présent, ils vont continuer à arriver. Parce que le programme de TPS que M. Biden met en place, le titre 42 qu'il a enlevé, qu'il remet, pour la communauté haïtienne, cubaine, vénézuélienne et nicaraguayenne, ils ont mis un programme de parole qui finalement, c'est surtout pour refuser les gens où les gens doivent faire une demande de l'extérieur pour pouvoir entrer. Et avec le titre 8, si vous rentrez sans avoir fait la demande de l'extérieur étant, vous serez détenu et déporté. Alors, l'image qui me vient en tête, c'est que si je suis en train de fuir un pays où je suis en danger, je vais dire à mon agresseur, à celui qui va me tuer, attends, ne me tue pas tout de suite parce que j'ai fait une demande pour pouvoir entrer aux États-Unis et si je suis refusé, maintenant tu peux me tirer une balle dans la tête. Ça ne fait pas de sens. Et en plus, le titre 8 dit que si vous n'avez pas fait la demande d'asile dans les 10 ou 14 pays que tu as passé, tu as refusé. Donc, ce qu'on voit, on repousse les gens le plus loin possible pour ne pas arriver à la frontière mexicaine, parce que le Mexique a pris le même programme, pour ne pas arriver aux États-Unis et éventuellement ne pas arriver au Canada, parce que la négociation du tiers pays sûr n'est pas terminée. Et je crains qu'on va arriver à une mesure comme on voit présentement aux États-Unis. La communauté haïtienne est une grande communauté ici au Canada. Donc, les gens qui sont d'origine haïtienne et qui sont aux États-Unis voient une opportunité de pouvoir venir ici et s'intégrer rapidement. Et cette communauté est principalement à Montréal. Donc, quand on parle de 80% des demandeurs d'asile viennent à Montréal, ne parlent pas français, n'apportent pas les valeurs québécoises, bien, ça, on vise une communauté particulière et c'est là que je suis d'accord avec Wendy. Je pense que ce sont des gens racisés principalement qu'on vise. Il y a une immigration colorée qu'on ne veut pas au Québec. Et M. Legault, à travers ces deux campagnes électorales, a toujours pointé du doigt justement ces migrants qui ne sont pas de la bonne couleur. Aller chercher des gens d'Europe qui font 53 000 $ par année, et c'est ce qu'ils priorisent. Mais moi, je peux vous dire que des migrants de ma communauté, entre autres, aussitôt qu'ils ont le permis de travail, ils vont travailler 2 ou 3 emplois et ils vont faire plus que 53 000 $. Et quand ils arrivent ici, ils doivent commencer à zéro. Ils ont à peine quelques vêtements sous les bras. Ils vont devoir tout acheter, les meubles, la voiture, etc. Donc, ils vont contribuer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus que vous et moi. Et on l'a vu durant la pandémie, qui était dans les rues ici à Montréal, c'était justement cette communauté racisée. Et moi, je lui disais que tout de coup, Montréal était devenu un pays du tiers-monde. Je me suis retrouvé très bien à Montréal, comme si j'étais dans mon pays d'Haïti. Et les seules personnes caucasiennes qu'on voyait, c'était sur les panneaux des lumières de circulation, le petit pot blanc qui vous dit que vous pouvez traverser la rue. Et jusqu'à présent, si vous prenez le métro aux heures de pointe le soir, comme par exemple Henri Bourassa, vous cherchez qui n'est pas justement des personnes racisées, vous n'en trouverez pas beaucoup. Alors, nous contribuons à ce pays qui est le Canada et à cette province qui est le Québec, et on le fait en français. La grande majorité des gens qui nous arrivent ici, en très peu de temps, parlent français. Alors, la question que oui, que le Québec est débordé, je le comprends. Mais il reste que, présentement, M. Legault demande de fermer le chemin comme ça et maintenant, le fédéral réagit en envoyant des gens dans une province qui ne pourront jamais parler et avoir des services en français. Et ça,
On le voit présentement, il y a eu un groupe avec qui je travaille présentement qui sont arrivés au sud du Niagara, qui n'ont pas les services français. Il n'y a personne de l'hôtel pour les encadrer et leur dire quoi faire. Il y a une dame qui est enceinte, elle a tenté d'aller à la clinique. On lui dit, si vous n'avez personne pour parler anglais, vous ne pourrez pas venir parce que le médecin ne parle pas français. Alors, trouvez-vous quelqu'un à l'hôtel qui parle anglais, qui pourra bien traduire. Et ça, c'est le genre de détresse supplémentaire pour cracher des gens qui ont souffert le martyre à travers 10 ou 14 pays et au cas où on les amène à une situation de précarité extrême. La communauté des demandeurs d'asile présentement ici au Canada, et non pas seulement de la communauté haïtienne, vivent cette difficulté de pouvoir se trouver des logements abordables. Les propriétaires de logements ont monté les coûts à des points on parle de 1 000 $ pour ce qui se louait auparavant à 700 $. L'aide sociale qui est donnée ne suffit pas. Donc, une fois que tu as payé ton appartement, une fois que tu as payé ta carte au plus ou bien et ton cellulaire, parce que ça te prend au moins ça, il te reste très peu d'argent pour pouvoir vivre dignement. Donc, où je suis, qui est promis, qui est un centre de réfugiés, je vois à tous les jours des gens qui viennent quémander à tous les jours. Ce qui m'amène à Fritznel Richard. Fritznel Richard est arrivé en décembre 2021. Il est venu en avant et son épouse, qui avait dans le temps un enfant de 7 mois, est venue le rejoindre. Il est arrivé, pas de permis de travail, un appartement qui coûte trop cher. Ils avaient beaucoup de difficultés à rejoindre les deux bouts. Madame Richard, donc Gwenda Phillips, s'est retrouvée qu'elle a eu une opération et elle a dû malheureusement quitter pour aller retourner aux États-Unis parce qu'elle était mieux encadrée par la famille au mois d'octobre 2022. Fristel espérait avoir son permis de travail et presque 1 an plus tard, ne l'avait toujours pas. Espérait de pouvoir travailler possiblement 2 ou 3 emplois, sachant que son épouse, qui était maintenant aux États-Unis, n'aurait pas pu travailler. Finalement, au mois de décembre, n'ayant toujours pas, il avait la difficulté à payer son loyer. Il s'est retrouvé qu'il a décidé de partir avec un passeur le 23 décembre, tempête de neige, moins 25, possiblement moins 45, et il est décédé d'hypothermie. Nous avons eu maintenant 6 jours de cela. Nous avons José Leo Cervantes qui a subi un peu la même chose, où il s'est retrouvé à avoir traversé la frontière américaine, a été détenu par des agents frontaliers américains et il est mort. On ne sait toujours pas la cause, mais je peux vous dire que ce qui est arrivé va certainement amener des gens à questionner est-ce qu'on retourne aux États-Unis. Mais la raison pour laquelle les gens retournent aux États-Unis, c'est parce que le rêve canadien n'est plus ce que ça a déjà été. Le climat politique qui a été créé, entre autres, par M. Legault et d'autres, fait que ces gens-là ne se sentent plus. Ils ont des problèmes économiques, ils ont des problèmes de locage, problème de trouver des avocats ou des avocats qui demandent beaucoup plus. Le système, la période Covid au fait que l'immigration ont mis un système de communication portail qui est complètement dysfonctionnel. Donc, ils vivent le martyre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la ressource. Donc, la première chose qu'on doit faire, selon moi, aussitôt qu'ils rentrent, le permis de travail. Mais avant ça, c'est complètement éliminer les tiers pays sûrs. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. France, si je peux me permettre, je pense que tu viens de mettre ton doigt sur un peu le vif du sujet. Okay. J'aimerais vraiment m'assurer d'avoir un peu de temps pour des questions, mais on voit vraiment la peine encore est très fébrile que vivent les gens, et tu as fait des liens très intéressants entre les causes profondes dans les pays d'origine avec les pressions sur les personnes migrantes et l'implication souvent des gouvernements comme le Canada dans ces dynamiques dans les pays d'origine. Donc, le Canada a une certaine responsabilité aussi pour certaines de ces réalités dans les autres pays. Aussi, je pense que tu as évoqué de façon extrêmement forte le fait que si les gens viennent ici, c'est pas un choix facile et ça amène souvent beaucoup de souffrance.
vivre de 700 $ par mois sur l'aide sociale, être séparé de ses enfants, ne pas avoir de permis de travail, ne pas trouver de logement salubre. En tout cas, c'est des enjeux, des défis auxquels font face la majorité des demandeurs d'asile. Je pense que ce serait intéressant d'entendre un peu les autres participantes ce soir. Si je me permets, Jimmy, c'est important. Je ne souhaite à aucun d'entre vous d'avoir à amener des cendres de quelqu'un de votre valise. J'ai jamais vécu une telle expérience quand j'ai dû apporter les cendres de Frisnel Richard à son épouse aux États-Unis, qui ne pouvait pas venir ici parce qu'elle a désisté de son Oui, non, ça a été vraiment un choc et d'ailleurs, ça a provoqué vraiment l'attention médiatique, ce drame de cette personne. Donc, si on est ici ce soir, c'est justement pour essayer de mieux comprendre les enjeux et voir comment passer à l'action. J'invite les personnes à écrire leurs questions dans le chat. Je pense que ça va nous permettre de passer par plus de questions, aller un peu plus rapidement. Donc, je vais surveiller le chat et poser les questions aux panélistes. Alors, ne gênez-vous pas. Je vois quelques mains, mais si possible d'écrire vos questions dans le chat, ça va être bien. Vous n'arrivez pas, Rivka est sur muet. OK, donc Rivka, vas-y. Oui, OK, sorry. C'est juste que je pense qu'on a une occasion alors ici avec Louis-Philippe de retourner à la grande mise en situation de l'entente tiers pays sûr que la plupart des gens ne connaissent pas. Alors, je voulais juste prendre l'occasion de demander à Louis-Philippe de nous remettre dans le contexte de comment cette entente était signée dans un contexte final, parce que le Canada voulait cette entente depuis longtemps. Il n'y avait aucun intérêt pour les Américains à le signer. C'est quoi leur intérêt de signer une entente où tout le monde retourne chez eux? Mais dans le contexte de post 11 septembre 2001 et une entente dont on ne parle pas, qui était l'entente de la frontière intelligente. Cette entente était comme un petit cadeau au Canada. Mais je m'arrête là et je demanderai à Louis-Philippe de nous expliquer ça parce que je pense que si les gens qui sont ici ce soir comprennent mieux ça, ils seront mieux outillés de faire face à tout ce que se dit par différentes personnes. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup pour la question. Ça va si je réponds maintenant ou oui? Parfait. Oui, vas-y. Effectivement, l'entente sur les tiers pays sûrs était une revendication du Canada. Il y avait de premières négociations dans les années 90 qui aboutissaient à pas grand-chose vu le peu d'appétit pour les Américains. Parce que, bon, effectivement, c'était une demande du Canada qui voyait plusieurs demandeurs d'asile arriver en provenance des États-Unis, alors que l'inverse n'était pas nécessairement vrai. Puis, ben, effectivement, dans le contexte là, post 11 septembre, le concept de tiers pays sûr a pu revenir sur la table là, dans la négociation des ententes là, où les États-Unis et le Canada ont commencé à réfléchir à justement se doter d'un système de contrôle des frontières nord-américains, tenter d'harmoniser certaines mesures, certaines règles de visa, puis bon, également là, ce qui est nommé dans différents documents gouvernementaux, là, la stratégie des frontières multiples, donc de multiplier les frontières finalement au-delà des frontières géographiques, multiplier les points de contrôle pour faire en sorte que les gens ne puissent pas arriver et demander le statut de réfugié. Et dans ce contexte-là, ben, le Canada, effectivement, là, a réussi à obtenir son entente sur les tiers pays sûrs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à écrire dans le chat. On va peut-être aller plutôt par les mains
en essayant de regarder ça. Il y avait Emmanuel, ensuite Lise. Emmanuel, allez-y. Bonjour, merci de ce très bon panel. Ma question est la suivante et ça s'adresse non pas à une personne en particulier, mais moi, je suis haïtien d'abord. J'ai vécu à Montréal pendant plusieurs années avant de m'établir dans la région de Toronto. Et quand je vois les différences entre les politiques migratoires au Canada, bon, je ne veux pas parler de racisme ni pointer une communauté ou une autre en particulier, mais je trouve qu'il y a comme une certaine différence quand on compare, par exemple, l'accueil et l'infrastructure qui a été réservée aux Syriens autour des années 2015-2016. Il y a une autre différence quand on regarde ce qui s'est passé avec la fin de la guerre des États-Unis en Afghanistan, quand ils se sont retirés. Encore une fois, relatif à l'accueil des Afghans au Canada, et aussi à tous ces pays, sans en citer en particulier, qui ont été soulignés parmi les 10 pays où les gens arrivent le plus par le chemin Roxham. Moi, j'aimerais savoir, et c'est pour le panel, qu'est-ce qui explique cette différence entre ce clash, si on veut, entre l'accueil réservé aux différentes communautés. Moi, je me souviens quand les Syriens sont venus, par exemple, en 2015, ici à Toronto, il y avait un hangar de l'aéroport Pearson qui avait été dédié à leur accueil, qui avait été aménagé pour eux, avec une section pour manger, une section pour avoir des manteaux, pour remplir des documents, pour faire un coup de fil et dire qu'on est arrivé. Et quand je regarde des Haïtiens ou tout autre qui arrivent au chemin Roxham, c'est le contraire. Il y en a à qui on dit on ne peut pas vous ramener sur Montréal parce que c'est engorgé. On vous amène à Niagara et j'ai pu parler à certains qui sont à Niagara et ils sont pas mal dépouillés de toutes ressources. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence d'accueil? C'est ça ma question. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense que comme le temps est court, que je vais laisser à Lise poser sa question. Ensuite, les panélistes pourront prendre leur tour pour répondre. OK. Alors moi, je trouve qu'on devrait prendre un recul parce que ce n'est que le début d'un problème parce que mondialement, avec les changements climatiques, les guerres et tout, ce n'est que le début de toutes les besoins et de toutes les populations qui vont vouloir être accueillies. Et je trouve qu'on a le nez juste sur les 50 000 personnes qui traversent à Roxham, alors qu'il y en a des millions qui ont besoin d'être accueillis. Ça prendrait des politiques qui pensent vraiment à accueillir les gens dans tous les pays et qu'il y ait un travail au niveau de tous les gouvernements pour prendre conscience du problème et y apporter des solutions. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'était les travailleurs temporaires qu'on n'appelle pas des immigrants ni des réfugiés, mais qu'on exploite. Un peu comme, excusez-moi, mais un peu comme des esclaves. Et je trouve que au lieu de recevoir les gens qui demandent à venir travailler ici et qui sont des réfugiés et leur donner les conditions de vie et les conditions de travail qu'ils méritent, on accueille des gens à mi-temps et on leur donne des conditions de travail inacceptables, puis on les retourne chez eux, puis en tout cas, ça m'apparaît inacceptable, mais je pense que ça devrait être dans le portrait aussi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Lise. Donc, Benjamin, on va écouter ta question Oui. Et après, on va laisser à chacun des panélistes répondre aux 3 questions. Oui, merci. Ma question, c'est de savoir quelles sont les exceptions prévues par l'entente sur les pays tiers. Je crois que c'est Louis-Philippe qui peut énumérer ces exceptions, si ça existe.
Merci beaucoup pour une très courte question, c'est super. Ouais. Alors, je vais laisser les 3 panélistes réfléchir à leurs questions, à chacune des questions. En attendant, j'ai eu une question rapide dans le chat. Est-ce que c'est légal d'envoyer les demandeurs d'asile dans différentes régions du Canada? Il s'agit en ce moment d'un hébergement d'urgence. Si le gouvernement fédéral envoie des personnes dans des hôtels à différents endroits en Ontario et même maintenant un peu plus loin. Alors, ces personnes ont techniquement le droit de mobilité, ils peuvent quitter, mais avec très peu de ressources, doivent attendre l'aide sociale, n'ont pas encore de permis de travail, pas de services. Donc, ce n'est pas très réaliste, mais légalement, oui, les gens peuvent quitter et aller dans une autre partie du pays. C'est un enjeu assez complexe. On va sûrement continuer à en parler pendant les prochaines semaines. Alors, je laisse les 3 panélistes répondre. Il y avait Wendy qui semblait être prête à répondre. Alors, tu peux commencer. OK, merci Jenny. Mais je ne sais pas si je peux vraiment répondre au fond aux questions d'Emmanuel, mais ce qui m'a frappé depuis le début de notre groupe en 2017, c'est que les politiciens et les médias ont beaucoup misé sur le mot illégal et que ça a créé une espèce d'atmosphère au niveau des réfugiés de Roxham qui était extrêmement négatif. Le nombre de fausses informations qui circulaient à travers les médias sociaux à cette époque était vraiment terrible. Mais en plus, les médias continuaient d'utiliser le mot illégal, les politiciens l'utilisaient, et il y avait vraiment des grands efforts pour contrer cet usage de l'illégal. Mais ça a quand même duré longtemps et on continue de le voir. Et ce qui me frappe beaucoup quand on considère la réalité de Roxham et plus globalement, comme parlait Lise, la réalité globale des réfugiés, c'est que chez le gouvernement du Canada, il y avait un manque d'honnêteté et de clarté sur les raisons pour lesquelles on laissait les gens rentrer à Roxham. Je n'ai jamais entendu un politicien se dire clairement, OK, c'est le droit international, c'est le droit canadien, on doit le respecter. Comment est-ce qu'on peut avoir signé la Convention sur les réfugiés si les réfugiés ne peuvent pas atteindre un pays où ils peuvent avoir une protection? C'est complètement ridicule de penser qu'on peut avoir signé une convention, mais en même temps, on empêche les gens de rentrer dans un pays où ils peuvent avoir une sécurité et que l'État est prêt à recevoir les demandes pour le statut de réfugié. Donc, je pense que ce qu'on manque beaucoup, c'est que les politiciens ne sont pas franches avec les gens. Donc, on laisse une espèce d'obscurité. Je m'excuse, là, je perds le français un peu, mais que la question de Roxham a toujours été obscure à ce niveau-là. Et ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu 6 manifestations contre les réfugiés de Roxham qu'on a vu ici dans notre communauté. Et quand on a pu parler avec des gens qui manifestaient, il y a eu une couple d'occasions qu'on a pu en parler, on voyait à tel point la question que la perception que ces gens sont illégaux, que ça a joué très fort dans leurs actions et dans leur opposition à ça. Alors, merci beaucoup, Wendy. Louis-Philippe? Oui, ben, merci beaucoup pour les questions. C'est vraiment super intéressant. Je me rends compte qu'on a une audience qui se connaît très bien, qui pose des questions super intéressantes. Merci. Je pense qu'une partie de la réponse, pourquoi un accueil différencié, c'est que
dans le fond, le fondement l'objectif fondamental des politiques d'immigration reste d'inclure certaines personnes, d'inclure les citoyens en devenir et d'exclure les personnes qu'on juge indésirables. Donc, dans ce pouvoir-là de l'État, le choix des personnes qu'on accueille est vraiment très important. Donc, quand il y a pour différentes raisons, là, des programmes qui sont mis sur pied ou des missions de réinstallation ou d'accueil des réfugiés, c'est souvent plus facile, alors que les gens qui se présentent aux frontières, ben, comme on ne les a pas choisis, il y a souvent une réaction de rejet, je dirais. Et je ferai le pont avec la situation des travailleurs temporaires, des conditions de précarité. De plus en plus, les politiques de sélection des personnes immigrantes mettent l'accent, puis on l'entend clairement dans les discours là, des politiques, des politiciens, mettent l'accent sur l'utilité économique des personnes à un point tel là, où on passe d'une migration permanente à finalement une migration qui est plus de mobilité, où on accueille des résidents temporaires dans des conditions de précarité souvent qui vont faciliter leur exploitation. Là, on l'a vu, c'était cette semaine ou la semaine dernière, là, le cas d'une usine de Bombardier où les travailleurs mexicains qui sont venus prendre la relève de certains travailleurs le sont payés 4 fois moins cher. Donc, il y a vraiment un accent qui est mis sur la contribution économique de ces personnes-là dans les choix qui sont faits. Puis effectivement, je pense que c'est très important de prendre un pas de recul pour voir que ben, les déplacements dans le monde sont en augmentation, qu'il y a des crises politiques, des inégalités économiques, la crise climatique qui vont inciter des personnes à quitter. Puis ça ne semble pas être sur le radar, malheureusement, des autorités de se dire que c'est une situation permanente, puis fermer le chemin Roxham ou appliquer l'entente sur les tiers pays sûrs à l'ensemble de la frontière, c'est comme mettre un plaster sur une fracture ouverte, là, ça ne réglera jamais le problème. Les gens vont continuer à avoir besoin de migrer, vont continuer à traverser la frontière. On voit les conséquences désastreuses que les traversées irrégulières par des chemins dangereux peuvent avoir. Donc, effectivement, là, il serait important que les autorités prennent vraiment prennent la juste mesure là, de l'ampleur de cette situation-là et travaillent aussi non seulement à mettre en place des politiques d'immigration plus accueillantes, mais agissent pour atténuer les inégalités qui se creusent là, entre les différentes régions du monde. Puis, ben, je conclurai en disant que, je citerai François Crépeau en disant que ben, 400 ans, 400 quelques années de souveraineté étatique n'ont jamais à même de mettre un frein aux migrations qui sont une constante dans l'histoire de l'humanité. Puis il est temps qu'on prenne la juste mesure de cette réalité. Puis je terminerai pour répondre rapidement là, sur les exceptions prévues à l'entente. Sur les tiers pays sûrs, il y en a quelques-unes. Il y a l'exception, donc, ben, l'entente ne s'applique pas aux citoyens américains, aux personnes qui résident aux États-Unis, qui ont leur résidence habituelle aux États-Unis, donc les personnes qui seraient sans statut, mais qui résident là-bas, qui ont toujours résidé là-bas. Des exceptions qui concernent les membres de la famille, les mineurs non accompagnés. Puis il y a 2 autres catégories là, où je ne pourrais pas vous dire le contenu exact, mais les titulaires de documents. Je pense que c'est de certains documents d'immigration du Canada, puis des exceptions aussi concernant l'intérêt public. Donc, les autorités pourraient juger que permettre à telle personne de demander l'asile justifierait là, une exception à l'entente. Si je peux rajouter, Benjamin, sur notre site web, vous allez trouver les informations assez complètes sur les exceptions. J'allais justement le dire. Merci beaucoup, Wendy. On a déjà dépassé le temps encore, mais je vais laisser le temps à Franz répondre aussi le mieux possible aux différentes questions posées.
tu es sur muet, France. Oui, je vais essayer d'être très court. Je vais lire ce qui est dans la Convention de Genève. Certaines dispositions de la Convention sont jugées si importantes qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve. C'est le cas notamment de la définition du terme réfugié et du principe de non-refoulement selon lequel aucun État contractant, ça veut dire qui ont signé la Convention, n'expulsera ou ne refoulera en aucune manière un réfugié contre sa volonté vers un territoire où il craint d'être persécuté. Et ça, c'est dans la Convention. Et nous avons signé cette Convention. Et on fait maintenant, pour circonscrire cette Convention, des accords. Le tiers pays sûr est devenu le Five Eyes. Donc, on retrouve Australie, Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne qui fait maintenant du tiers pays sûr. Et ils ont un peu les mêmes politiques. Et ça, c'est quelque chose, on peut voir justement, ils se protègent entre eux. Quand j'accompagne les gens au 10 Saint-Antoine, qui est le service des agents frontaliers, très souvent pour rencontrer un agent frontalier, où ils sont convoqués pour choisir une date de déportation, les gens que je voyais en 2017-2018 étaient principalement des gens du Nigeria et d'Haïti. C'était ces gens-là qui étaient visés. Et qui était le plus refusé, justement, c'était les gens du Nigeria et les gens d'Haïti. N'oublions pas que Emmanuel Dubourg, en 2017, a été envoyé aux États-Unis pour porter un message que de ne pas venir au Canada, ce n'est pas comme acheter un billet de cinéma. Il a été avec des chiffres qui étaient les bons, qui étaient de 2012 à 2016. Les ressortissants haïtiens qui demandaient l'asile, 50% étaient acceptés. Et soudainement, en 2017, on tombait à 22%. Non, il est retourné une deuxième fois avec un chiffre de 10%. Et le 10% était sur 293 auditions, 29 seulement étaient acceptés. Et sur 8000 demandes, on a décidé que c'était 10%. Et effectivement, en 2018, on est tombé à 22 et on se rapprochait du 10%, si ce n'est qu'on a mis un moratoire en 2019. Et pourquoi il y a eu un moratoire? Il y avait 125 Canadiens qui étaient pris dans un hôtel en Haïti où ils ne pouvaient pas sortir à cause de l'insécurité. Dans le même hôtel, il y avait des ressortissants américains et français que leur pays était venu chercher en hélicoptère pour les amener à l'aéroport. Le Canada résistait à cela. Il a fallu qu'on demande est-ce que la vie de Canadiens vaut plus qu'un Haïtien, alors que ce sont des gens qui ont quitté Haïti pour l'insécurité, vous les renvoyez de ce pays-là. Et finalement, le 19 février le 15 février 2019, ils ont mis un moratoire qui est encore présent. Donc, il y a cette volonté à refouler des gens qu'on ne veut pas avoir. Donc, les Nigériens, les Haïtiens, c'était le cas. Et pour finir, la question des travailleurs temporaires, oui, il y a cette problématique, mais je peux vous dire, les travailleurs temporaires, ceux qui sont ici, qui attendent leur permis de travail et qui travaillent dans le noir, ont les mêmes traitements. Je peux vous parler d'abus qui se fait et que les gens ont peur de dénoncer. Des gens qui ont été abusés par un employeur ou l'employeur dit à la police qui a été appelé par un autre demandeur d'asile, je m'en occupe. Les policiers n'ont pas fait de rapport. L'employeur a remis $200 pour que le gars aille à l'hôpital, malgré qu'il y avait une ambulance, il a renvoyé l'ambulance. Le gars a été constaté effectivement qu'il y a eu agression. On le renvoie à la maison. Et le lendemain, l'agence de placement du siège, je ne peux pas te renvoyer au travail parce qu'il y a eu cet incident. Le gars a été 2 semaines sans emploi, sans revenu. Il a fallu intervenir et faire menace que moi, personnellement, j'allais porter plainte contre l'employeur pour finalement avoir compensation. Donc, c'est ces réalités-là qui continuent à trouver. Quand on se retrouve une jeune fille de 25 ans à cause qu'il n'a pas de permis de travail, doit se prostituer pour pouvoir vivre, ici au Canada, en 2023, c'est inacceptable. Merci. Je pense qu'on aurait pu discuter longtemps, mais ce n'est vraiment pas fini ce soir parce que le sujet est tellement d'actualité dans les médias, dans les discours des politiciens, mais aussi on continue à voir, comme Louis-Philippe a clairement dit, une croissance de personnes déplacées dans le monde et le Canada ne peut pas se mettre à l'abri de cette réalité globale. On ne sait pas vers où on s'en va dans les prochaines semaines. Est-ce que le gouvernement fédéral canadien va réussir
à renégocier l'entente avec les États-Unis et moderniser cette entente. Autrement dit, fermer la porte plus fermement aux demandeurs d'asile. Est-ce que la Cour suprême va venir décider que cette entente est en violation avec la Charte des droits et libertés, comme a déjà conclu un juge de la Cour fédérale? Est-ce que les demandeurs d'asile vont être envoyés dans tous les coins du pays et comment on va les traiter, comment on va les recevoir? Donc, beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation pour les prochaines semaines. J'espère que les présentations de ce soir vous ont aidé à mieux comprendre ces enjeux complexes pour pouvoir faire notre devoir comme citoyens, qui est de défendre les droits des personnes plus vulnérables et de mener à des politiques qui sont justes et on respecte avec les lois internationales aussi. Donc, on a vraiment fait les liens entre la situation internationale et les êtres humains et leurs drames individuels qu'on été témoins souvent, France et Wendy. Alors, je pense qu'on va devoir clore la soirée. J'aimerais vraiment remercier les panélistes et aussi Kat et Sarah et tous leurs collègues du musée. Ça a été vraiment une soirée très riche d'informations et j'ai hâte à la prochaine